Alors Perceval Carré, si vous ne connaissez pas, c'est un des meilleurs ingé mix français en pop indé. En tout cas, l'un de mes favoris, voilà, puisque c'est subjectif évidemment. Ça fait partie de mes ingés favoris. Il a fait les premiers disques de l'Impératrice. Aujourd'hui, il fait Isaac Delusion, l'album live de Parcells, il fait Fiskara, plein de trucs cool. En plus, c'est un réal, c'est aussi un ingé live. Mais aujourd'hui, on se focus sur sa partie studio et en plus, dans sa carrière, aujourd'hui, il veut se recentrer sur ça. Et il a bien raison parce qu'il travaille hyper bien. Il y a en plus deux bonnes nouvelles à ce studio tour. La première, c'est qu'il a changé d'enceinte en remplacement des ATC SM25. Il a choisi des Dutch & Dutch 8C. Pour rappel, les Dutch, c'est les enceintes que vous voyez ici normalement en vidéo, c'est les enceintes pour lesquelles je suis commercial. Donc quand j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il avait changé, j'étais trop content et ça m'a poussé encore à aller faire ce studio tour que je voulais faire depuis déjà très très longtemps. La deuxième bonne nouvelle, je suis ravi, c'est que c'est sponsorisé par Qobuz. Perceval Carré en plus a fait de la pub pour Qobuz il n'y a pas longtemps. Et puis surtout Qobuz, moi il y a 10 ans, c'est eux un peu qui m'ont fait découvrir l'ingénierie sonore avec leur interview de Shab Mastering sur leur chaîne YouTube. Donc merci à eux pour cette belle découverte et surtout merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Pour rappel, Qobuz, c'est la plateforme de streaming et de téléchargement musical haute qualité numéro 1, puisque c'est un catalogue de plus de 100 millions de titres. Vous pouvez trouver de la qualité 16 bits, du ARS 24 bits, plein de morceaux comme ça en très haute qualité. Et évidemment, c'est une app de streaming qui s'intègre à plein d'appareils, donc app mobile, app web et puis plein d'appareils hi-fi. Vous pouvez par exemple utiliser Qobuz dans Roon et donc dans les Dutch & Dutch 8C, mais aussi dans plein d'autres appareils hi-fi. Il y a une intégration de l'app qui est vraiment formidable à ce sujet. Et comme je vous l'ai dit, vous avez de la qualité CD, voire plus. Donc, si vous êtes audiophile comme moi, ou tout simplement que vous voulez référencer vos morceaux en studio dans la meilleure qualité possible, eh ben, il faut passer par Qobuz. Et cerise sur le gâteau, c'est français. Voilà, donc pour tester Qobuz, vous avez 2 mois d'essai offert en utilisant le code qui est en description juste en dessous. Donc merci encore Qobuz de permettre à cette vidéo d'exister. Je vous fais pas attendre plus et je vous laisse visiter le studio Mastoid accompagné de Perceval Carré. Et bienvenue. Salut Perceval. Ça va? Ça va, ça va. On est tout près de Giovanni. Exactement, bâtiment d'à côté. Bienvenue du coup au studio Mastoid. Trop bien. Dans la maison. Tu te présentes rapidement? Bien sûr, alors je m'appelle Perceval Carré. Je suis dans ce studio depuis 5-6 ans. Studio qui a été monté en 2012 par Maxime Lunel. Et on s'est associé du coup pour ce beau résultat que vous allez pouvoir apprécier. Trop bien. Donc ici, évidemment, machine café, tout ça, l'accueil, le bazar qui fait que c'est vivant. On rentre ici dans la régie. Donc on rappelle que tu es ingé mix et rec. Ouais, rec, réal, mix. Je fais pas mal de tournées aussi depuis 10 ans. Mais là, j'ai décidé de mettre le cap un peu plus sur le studio, l'enregistrement, la réal, me concentrer un peu plus sur cette partie-là de la musique. Du coup, la régie. Avec très grande. Et oui, c'est tout l'intérêt d'être à Pantin, c'est qu'on a des volumes qui sont cohérents pour des loyers cohérents. On n'a pas les contraintes parisiennes de voisinage, de tarifs. Parce que là, on est un peu en sous-sol, c'est pas de l'habitat au-dessus. Là, on est en sous-sol, donc il y a 4 mètres d'auteur sous plafond. Et au-dessus, c'est que des ateliers. Donc c'est plus eux qui nous dérangent que nous qui les dérangeons finalement. Voilà, du coup, avec collection des synthétiseurs, des boîtes à rythme, quelques instruments, toute la partie rack, convertisseur, compresseur, EQ, toutes les parties modulation, reverb, chorus, flanger, delay à bande, Est-ce que tu nous présentes quelques machines? Qu'est-ce que j'aime beaucoup, que les gens ne connaissent pas forcément? Alors ça j'adore. C'est Elysia qui fait ça, qui s'appelle le Envelope. C'est comme un Transient Designer, Transient Designer c'est celui qui est en dessous, sauf que c'est fréquentiel. Tu choisis une fréquence avec ce bouton-là, et là tu as une attaque en positif ou en négatif. Et donc ça change complètement la courbe de réponse de ce que tu passes dedans, très cool sur les batteries. Et là tu as un deuxième bouton de fréquence, et là tu joues avec le sustain. Donc tu peux rallonger et faire pomper de façon démoniaque tes drums et tout, c'est excitant. Moi je mets ça sur tout, mais... c'est hyper... Alors à la prise, ouais, moi j'utilise plutôt au mix. Je le mets sur mon bus batterie et tu arrives un peu à reshaper ton groove. Alors parfois si tu fais juste 1 dB à gauche à droite pour juste préciser un peu le truc. Et là, tu vois, autant là je suis sur un mix où je rajoute 6 dB de sustain. Donc ça fait vraiment des snares qui dépassent les 3 secondes au lieu de la première seconde qu'elles font à la basse, quoi. Et tu le fais plutôt sur la stéréo de ta drum en général, quoi? Ouais, comme ça j'ai les reverbs qui jouent avec. C'est vraiment un global, quoi. Si tu veux vraiment que c'est un impact, c'est bien si c'est sur tout le traitement.
Ça peut me fonctionner aussi sur le mix général, si tu veux shaper un peu tout ton mix, mais du coup, tu l'utilises forcément de façon un peu moins waouh. Là, ce qui est cool, c'est de l'utiliser comme un bourrin, je trouve. Trop bien. Est-ce que tu nous parles des burls? Ah bah bien sûr, c'est une passion. Alors les burls, du coup, ça c'était l'initiative d'un associé avec qui j'avais un studio c'était mon premier studio, je sais pas, ça devait être en 2012, un truc comme ça. On avait un studio à Versailles, un gars qui s'appelle Nassim Dagouche. On s'est persuadé qu'il fallait absolument mettre le peu d'argent qu'on avait dans le convertisseur. Et à l'époque, c'était un peu le truc. C'est encore le truc, mais à l'époque, personne ne connaissait en France. C'était vraiment le truc d'américain. En France, c'est pas si répandu, ouais, les burls. Non, je connais pas trop de studios qui en ont. Je sais qu'il y en a à Motorbass, mais il y a assez peu de studios qui sont équipés en burl. En fait, c'est juste que c'est pas très excitant sur le papier d'acheter des convertisseurs. C'est-à-dire que pour le prix de ça, tu peux avoir beaucoup de machines ou de trucs plus sexy, plus Instagram, quoi. Alors du coup, c'est des convertisseurs que tu n'utilises pas en monitoring, hein. On est d'accord, c'est vraiment des moi, outils pour toi. Je les utilise, tu vois, j'ai 24 AD et 32 DA. Donc l'idée, c'est j'enregistre avec, je fais ma sommation analogique avec, au mix, et je fais tous mes inserts, d'EQ, de compression, de choses comme ça avec, quand je suis en train de mixer. Pour tout ce qui est effet temporel, mes reverbs, tout ça, le rack qui sont sur la droite là, tout ça c'est patché dans une Orion, que tu peux voir ici, directement dedans. Ce qui fait que j'ai tous mes effets qui sont patchés dans l'ordi comme des plugins. Toi, j'ai tous mes inserts, j'ai genre insert, 32... un effet. Ouais, voilà. Donc comme ça, j'ai pas besoin de recabler au patch, tout ça, quoi. Okay. Ils sont accessibles au patch si j'en ai besoin à la prise. Mais quand je suis en mix, tout est déjà câblé, quoi. Mais le reste, du coup, tes machines et ta sommation avec les burls? Ouais. Et alors, pourquoi les burls? Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à d'autres convertisseurs? Alors, ce qui est chouette, c'est notamment en AD, c'est que tu as des transfos sur toutes les entrées. L'idée, c'était de reproduire le son plutôt tape que convertisseur. En fait, le gars qui a monté ça, c'est le mec qui avait beaucoup travaillé sur ce convertisseur gris là d'Universal Audio qui était assez réputé, le 21 quelque chose là, 2196. C'était un peu le convertisseur stéréo qui était cool il y a 10 ans pour coucher tes mix. Et le mec est parti de chez Universal Audio pour monter Burl. Donc du coup, c'est des convertisseurs colorés? Ah ouais, clairement, il n'y a rien de transparent. Après, moi, je les entends même plus comme colorés parce que vu que je fais que ça, je passe que par ça, je sais pas comment c'est quand c'est transparent finalement. Et est-ce que tu peux jouer un peu avec les niveaux, du coup, avec les transfos Ah ouais. En fait, le rouge là, c'est juste pour te dire que c'est rouge, mais tu peux y aller vraiment comme un âne, genre pour faire des guitares saturées ou des trucs comme ça. Tu peux vraiment y aller très très fort, ou même parfois, moi, quand j'ai un insert, je prends mon make-up et je vais jusqu'à entendre une disto cachouette. Ça va pas clipper numérique. Okay. Ça va plutôt comme une tape en fait. Ça va te faire un truc et ça te fait de la statu qui est très 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 cool. Super. Donc ça, moi je trouve que par exemple, tu l'entends quand tu fais des prises de batterie. Sur la prise de batterie, t'as beaucoup moins de choses à faire, ça sonne tout de suite quoi. C'est que ça la colore de façon à ce qu'on l'aime bien comme ça quoi, comme on l'a entendu sur plein de disques qui étaient enregistrés sur bande. Et après, si on veut continuer à parler de convertisseurs, sur le bureau là, j'ai un merging Anubis que du coup j'utilise pour le monitoring. C'est-à-dire que mes Dutch sont câblés directement dedans. J'ai une autre sortie de monitoring qui va dans un autre contrôleur de monitoring qui me permet de monitorer les NS10, les Euratones et les PMC que tu peux voir là un peu plus large. Et après, ce que je trouve très intéressant, c'est que pour le coup, c'est des convertisseurs de mastering plutôt clean. Et je vais coucher mon instru dans les deux préampes là et mon stem voix dans ces deux préampes là. Ce qui fait que directement dans ma session, j'ai déjà instru et voix. Parce que redis-moi, toi, tu sommes une bonne partie de tes mix, donc dans l'ordi, tu te retrouves avec instru et voix, c'est ça? À la fin, je me retrouve avec instru et voix. C'est-à-dire que je sors tout dans le monde analo. Je vais sommer j'ai un sommateur Burl, j'ai un autre sommateur Greiner, qui est un sommateur qui est pilotable en USB. Ça me permet de faire des automations dans le monde analogique sans avoir à revenir dans l'ordinateur. Par exemple, si j'ai des compressions parallèles ou quoi, je peux entrecoupler les refrains, faire des niveaux différents. Et ça me permet aussi de ne pas toucher le make-up de certains compresseurs. Je peux juste le piloter en USB comme ça. Et du coup, tout ça, une fois que c'est dans mon analogique, ça va se partir dans deux circuits différents. Tout ce qui va dans le Burl, ici, c'est de la musique. Et ça finit dans une chaîne master. Notamment là, aujourd'hui, je passe dans le Shadow Hills, dans le Manley. Et c'est tout pour la chaîne master. Et ensuite, j'ai un stem de voix
qui lui est le même stem, je somme rien d'ailleurs, ça c'est... Enfin, tout est sommé dans l'ordinateur, et les voix vont dans une paire de mag EQ, parce que c'est quand même très bien sur les voix, et ensuite ça va se sommer dans l'ordinateur. J'ai mes 2 pistes, instru et voix. L'avantage c'est que si t'as besoin de monter ta voix finalement parce que t'étais pas assez fort ou quoi, ou juste recouper le refrain, ça va pas changer ton groove de musique. Quand tu as un traitement sur toute ta musique et tes voix, si tu montes les voix, bah, ça va forcément écraser un peu ta musique. Donc ça, c'est un truc qui m'embêtait un peu à la longue. Du coup, voilà, maintenant, j'ai vraiment ce parti pris de... J'ai 2 trucs différents et si ça me permet d'avoir un peu plus de flexibilité aussi, si je veux pouvoir équaliser un peu ma voix après ou quoi, je peux le faire facilement, sans avoir à faire des recalls de tout le reste. Voilà pour toute la partie conversion. Est-ce que tu nous parles un peu d'autres machines ? J'aime beaucoup le Culture Vulture notamment, qu'il a éteint mais on peut l'allumer pour le plaisir du spectacle. Oui. Alors c'est un peu une machine à tout faire, à la base c'est censé remplacer des amplis guitare, donc tu peux faire des distos violentes, mais tu peux aussi le régler en mode tape justement. Donc là c'est un preset que j'utilise sur mes mix, sur le bus instru. Il se trouve que pour la première fois depuis longtemps sur le mix d'aujourd'hui ça ne fonctionne pas, mais ça a tendance à te gluer un peu le kick et la basse de façon très chouette, ouvrir un tout petit peu tout le haut médium en jouant un peu sur les harmoniques. Donc ça c'est très très chouette, et autant tu peux l'utiliser aussi en DI pour faire des synthés très sales ou alors si tu veux vraiment justement avoir des guitares encore plus saturées. Très très chouette comme jouet. Ceux qui connaissent pas la machine connaissent forcément le Decapitator, où les 2 derniers modes P et T du Decapitator sont tirés de ça, c'est triode et pentode du coup. Donc ça très chouette comme jouet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est quoi les Mercury là ? Donc Mercury Audio, c'est les gars qui réparaient tout ce qui était Telefunken aux États-Unis. Et à force d'en réparer, ils se sont dit on va en faire des neufs. Et donc ça, c'est leur version du V76. Ok. Donc préampli un peu mythique, époque Abbey Road, Beatles. Donc t'as 4 transfos et 4 lampes par canal, ce qui est quand même un peu coquin. Donc ouais, ça c'est très très chouette, préamp très chouette. Si on fait un tour un peu, ça c'est très très beau aussi. Donc ça pour le coup c'est Yamaha Abbey Road aussi, du coup c'est une version par Chandler d'EQ TG. Donc t'as le préamp et l'EQ qui est incroyable sur notamment le mid-cut dans ma pièce à côté. Quand je mets ça sur les overheads, ça enlève tout un truc de midi qui est genre c'est magique. Tu fais le AB, c'est jour-nuit quoi. Et t'as un peu un shelf dans le bas et dans les aigus qui est très cool, genre sur des micros à ruban. Tu peux ouvrir tes rubans avec, c'est vraiment génial. Alan Smart, ça c'est le compresseur revisité de la console SSL avec l'option Crush qui est très très sexy. Le seul petit défaut je trouve de ce compresseur là, c'est qu'il n'a pas de high pass filter. Enfin tu peux le bidouiller avec des câbles à l'arrière, mais je me suis pas encore penché dessus. Mais très beau compresseur, beaucoup utilisé par les Américains en mixbus. Et en dessous les distressors, je pense que tout le monde connaît un peu, mais c'est vraiment pour moi le couteau suisse de la compression. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre à utiliser un compresseur, parce que tu as les attaques et les releases en continu, donc tu peux vraiment percevoir l'importance de l'attaque et du release sur le groove quand tu mets une basse ou même un kick ou une snare, tu peux vraiment reshaper la musique avec. Ça c'est très très cool. En dessous, Fatso. Là c'est la version de Kush Audio, donc c'est une machine d'Empirical Labs à la base comme les distressors. Mais modifié, plus sale en fait que la version d'origine. Et là, c'est hyper basique aussi, c'est input-output. Donc tu fais ton gain staging comme ça. Et après, tu as autant de réglages de compresseurs que tu as de combinaisons de LED. Et à chaque fois, c'est émule un compresseur différent. Tu as un bouton Warms qui va activer ici une réduction de gain qui fonctionne comme un DSR, comme une tape. Donc si tu as des cymbales arches ou des guitares un peu arches, tu passes là-dedans, ça te range tous les aigus pas jolis. Et une option transfo pour avoir un son un peu plus médium. Okay. Ça c'est très joli. Et alors, s'il y en a qui l'utilisent, il faut évidemment jouer avec la fonction sidechain. Derrière, tu as des entrées sidechain, ou alors tu peux mettre une machine en insert, c'est-à-dire tu peux mettre un potard de volume ou un EQ, par exemple pour couper le bas. Ce qui te permet du coup, par exemple, tu mets ton bus batterie dedans, si tu coupes le bas, ça te fait un high pass filter. Et toi, tu utilises cette option-là ? Ouais, j'ai 2 câbles qui sortent là, qui sont directement branchés dans le Fatso. Et je les mets au patch après en fonction de ce que je veux. Donc soit j'insère des machines, soit ce que je fais, ce qui est quand même plus simple, c'est que je duplique le signal qui va dedans une fois que je suis dans l'ordi. Donc j'ai un stéréo qui va dans le Fatso, un stéréo qui va dans le sidechain. Et sur le sidechain, je mets un EQ. Okay. Et je joue avec comme ça jusqu'à avoir une compression et un mouvement de la compression que j'aime bien. Si tu trouves que ça compresse trop la snare, tu baisses un peu le son de la snare avec ton EQ et hop, ça relâche un peu la snare par exemple. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux rentrer très 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 fort dedans du coup, saturer vraiment.
Et en gérant ton niveau de sidechain, bah, tu vas compresser ou pas compresser. Ce qui est hyper cool parce que sinon tu es un peu limité à je peux pas rentrer plus fort parce que je compresse trop. Ouais. Là tu peux rentrer hyper fort, hyper coloré, c'est très très beau sur des basses, sur des batteries, sur des pianos, sur tout. Mais je pense qu'il y a trop peu de gens qui utilisent cette fonction sidechain et ça permet vraiment d'en faire un vrai couteau suisse. Ok. En dessous, compresseur à lampe assez basique, tu as un input, un output, attack, release, threshold, très joli sur les guitares, moi j'aime beaucoup. C'est censé être un Varimu, mais ils n'ont pas eu le droit d'écrire Varimu, je crois, parce que ça appartient à Manley comme nom. C'est censé être un Varimu. Et les effets? Alors, T'as une belle collecte. ouais, j'ai une petite passion pour les effets. Je trouve qu'il y a un truc que t'as pas forcément avec le plugin. Alors, il y a des effets, on comprend pas trop pourquoi, parce que c'est censé être numérique. Mais là, on a quand même sur des effets plutôt analo. Ça, c'est le petit dernier. Donc, c'est la collection Roland SPH 323, c'est le Fast Shifter. En dessous, il y a son grand frère, le Stereo Flanger, SBF 325. Donc, hyper chouette. Des guitares, des synthés. Bon, lui est mono, c'est son seul petit défaut. Lui est stéréo. Tu rentres en stéréo, tu ressors en stéréo. Ou tu rentres en mono, tu sors en stéréo. T'as 3 flangers différents, un chorus. Et ça, c'est la folie, ça. Ça a un grain incroyable. Faut rentrer très fort dedans, idéalement. En dessous, la boîte à tout faire. C'est Ibanez qui fait ça. T'as 4 modules d'effets. Un compresseur, un phaser, une disto et un chorus / flanger. Tu push-pull ce bouton et tu passes de chorus à flanger. Tu choisis en fait l'ordre dans lequel tu vas mettre les effets avec ce bouton de matrice. Donc tu peux avoir le compresseur, puis la disto, puis le phaser, puis ça. Enfin, tout est modulable. Et tu as un point d'insert ici, en plus tu vas rajouter un délai ou je ne sais quoi. Ça c'est hyper chouette. Tu passes un truc dedans qui manque un peu de caractère et c'est tout de suite génial. Là par exemple on l'a mis sur la voix lead du morceau qu'on est en train de faire avec on avait compresseur, disto et chorus. Et du coup dans l'ordre qui est là, c'est-à-dire que on commençait par la chorus d'abord, puis on distordait le chorus, puis on compressait l'ensemble. Donc en fonction de l'ordre que tu choisis, tu peux vraiment avoir des sons très différents. Ça c'est hyper cool. C'est très sale comme son, mais c'est génial. Et ça vaut pas grand chose d'occasion. T'as un deuxième modèle qui est la même chose, sauf qu'à la place du phaser ou du chorus, c'est un délai, je crois. Le délai est très chouette. En dessous, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est beau ça. C'est MXR Flanger Doubleur. Pareil, c'est mono. Et t'as le choix entre un flanger ou un doubleur. Doubleur, ça veut dire qu'il te prend ta piste d'origine et il te la décale. Du coup, il te la double. Alors en fait, c'est assez simple dans l'utilisation. Que ce soit pour le flanger ou pour le doubleur, le bouton manuel, c'est le délai, c'est le temps avec lequel tu vas décaler par rapport à ta piste d'origine. Une fois que tu as trouvé une valeur qui te plaît, tu as un bouton largeur et un bouton speed. Quand tu augmentes le bouton largeur, ça va te donner une plage autour de laquelle va bouger cette valeur-là. En fait, si tu mets une grande largeur, en fait, c'est comme si ton bouton il faisait une automation comme ça, autour de ta valeur que tu as définie, à la vitesse que tu as définie ici. Tu as une valeur de delay qui a une amplitude à cette vitesse-là. Là, tu as un dry wet et là, tu as un feedback. Et ça sonne bien. Ah, c'est trop bien. Sur les percus, c'est hyper cool. Sur les voix, c'est hyper cool. Sur des guitares, c'est très bien. Donc, tu peux directement jouer ta guitare dedans. Après, nous, il est patché derrière en XLR directement dans le patch. Très chouette. En dessous, un délai digital. Donc, c'est censé être comme un plugin puisque c'est digital. Mais bon, en fait, il y a vraiment un étage d'entrée qui a un grain très particulier. C'est très cool pour faire des délais très courts, pour placer un peu des trucs en stéréo ou donner un peu d'excitation à un son qui peut être un peu plat, avec une modulation qui est très jolie aussi. En dessous, connu par tous les utilisateurs de Pro Tools, le sans amp, hyper cool pour faire des basses ou des guitares, ou faire une piste parallèle de basse ou de guitare, enfin de basse notamment surtout, ou sur des kicks ou des snares, tu peux vraiment shaper des sons hyper excitants avec ça, parce que tu drives, chaque distorsion c'est un étage de distorsion différent. Là, tu vas vraiment être dans le low end, là, tu vas être dans le medium, là, tu vas être un peu dans les aigus. Donc, tu arrives vraiment à recréer. C'est un EQ disto, quoi. Très cool, ça, j'adore. Je l'utilise pas assez, d'ailleurs. En dessous, c'est des PV Valverb. Donc, c'est des reverbs à ressort à lampe. Donc, tu as un étage d'entrée qui s'appelle Drive, et avec une petite LED qui passe en rouge quand tu drives trop. Enfin, quand tu drives suffisamment, peut-être. Ensuite, tu as un trémolo, un EQ, ton dry wet et ton volume de sortie. C'est vraiment l'étage effet d'un ampli guitare en fait. C'est ta spring d'ampli guitare avec un trémolo. Hyper cool. Et en stéréo, c'est trop bien. Du coup, tu peux vraiment faire des trucs hyper jolis. Je suis très spring reverb, j'adore ça. En dessous, Fostex, reverb assez méconnu. Mais pareil, ça vaut rien, ça d'occasion. Enfin, on verra après l'apparition de cette vidéo. Et là, c'est très simple. Enfin, ce qui est cool, c'est qu'elle est stéréo. Tu rentres stéréo, tu sors stéréo. C'est assez rare d'avoir des unités spring stéréo, je trouve. En général, tu es obligé d'en avoir deux, quoi.
Donc ça, très chouette. Elle est un peu longue, donc faut l'utiliser pour des choses qui ont besoin de sustain. Et elle a un trick aussi, c'est que tu as un dry wet, donc si tu passes en full dry, il t'enlève toute la reverb, ça fait une unité de saturation qui est très cool aussi. De toute façon, tu peux faire la sétu avec tout. PCM 60, reverb un peu daté aujourd'hui, mais que moi j'adore encore utiliser sur les synthés ou sur les guitares. J'utilisais beaucoup sur les disques de l'Impératrice que j'ai fait avec eux, les premiers EP, sur les synthés. Très simple, plate, room, tu choisis la taille, tu choisis la longueur, et voilà, c'est fini quoi. Il y a forcément un réglage qui marche bien. En dessous, PSM 70, très cool pour les batteries. Moi je l'utilise en faisant saturer l'entrée. Il y a des boutons derrière pour choisir un peu l'impédance, donc tu peux vraiment bourriner, et quand tu satures les tomes dedans, ou trucs comme ça fait des reverbs très cool je trouve. En dessous, une reverb que j'utilise jamais, la M3000, mais c'est con parce qu'il y a des jolies choses dedans, mais bon bah, faut que je m'y mette. Et en dessous, un multi-effet qui doit coûter 50 balles, mais qui fait des effets trop bien. Que des effets bizarres, tu vois, c'est genre gated plus reverse reverb, ou delay flanger chorus, tout ça en une fois. Hein. Delay reverb flanger chorus SFX, alors, tu sais pas ce que c'est. Des effets très weird, mais hyper cool. Voilà. Alors ça, c'est un truc un peu inconnu, c'est plutôt un truc qui vient des États-Unis. C'est une Leslie en rack. Donc dedans, tu as vraiment le truc qui tourne dans la Leslie. En haut, là, tu l'as vraiment physiquement dedans, qui tourne. Donc la Leslie, c'est une cabine pour les orgues, c'est ça? Voilà. Avec dedans une hélice, des micros? Bah alors ouais, dedans, normalement, une vraie Leslie, tu as un tambour pour le bas du spectre, et tu as, qu'on appelle des horns, quoi, un peu comme deux trompettes qui tournent comme ça. Tu peux régler la vitesse, et ça te fait cet effet wow, comme ça en stéréo qui est hyper cool sur plein de choses. Hein. Moi je le mets sur des overheads, sur des voix, sur des backs. Donc un effet électromécanique. Voilà. Et là ici, ça reste mécanique aussi. Hein. Alors là, pour le upper rotor comme ils disent, donc pour les aigus, c'est mécanique physiquement. Et là pour le bas, ils utilisent un truc de FM. Tu choisis entre AM et FM et tu peux moduler du coup le bas aussi. Ça c'est hyper cool. Et t'as une vraie lampe, t'as une lampe pour driver un peu ton entrée. T'as des trucs d'EQ, des trucs de distance dans le son, enfin hyper bien. Une Leslie de poche. Exactement, belle poche, mais une Leslie de poche. On a bien cisu. Et ce qui est cool, c'est que tu peux choisir, parce que c'est comme une Leslie, tu peux passer de slow à fast pour la vitesse de rotation, et tu peux choisir à quelle vitesse tu passes de slow à fast et de fast à slow. Donc tu peux vraiment créer des ou des donc pas très connu comme objet, mais hyper cool, je trouve. Et en dessous, qu'est-ce que c'est? Alors, en dessous, c'est une MT244. Je crois que tu as une très bonne émulation de PSP. Et alors, ça, c'est une reverb numérique. Très chouette, très basique dans les réglages. Le temps. Et là, tu as plusieurs options. En gros, tu peux augmenter fréquentiellement la longueur. Là, en gros, je passe dans le bas, je passe à 4 secondes versus 2 secondes. Et pareil ici dans les aigus, tu peux augmenter ou raccourcir en fonction de la fréquence, ton decay. Ça c'est très joli et c'est très stéréo comme reverb, donc tu peux la mettre très courte et sur des guitares par exemple, ça t'élargit vachement la guitare, c'est très chouette. Est-ce qu'on parle de ton monitoring? Ah bah oui, avec plaisir. Alors, j'ai un peu des problèmes dans la vie, c'est que j'ai tendance à changer d'enceinte tous les 2 ans d'après mes derniers calculs. Mais si jamais, enfin c'est pas calculé, c'est juste que tous les 2 ans je découvre autre chose et autre chose qui me plaît. Et donc là, actuellement, les enceintes principales, c'est les Dutch & Dutch. Donc c'est des enceintes qui te permettent d'intégrer à l'intérieur des courbes d'EQ. Donc tu fais une analyse avec un micro en utilisant un logiciel gratuit qui s'appelle Room EQ Wizard. Tu fais tes mesures, tu fais un rendu des mesures et tu l'importes dans les enceintes. Après, dans les enceintes, tu peux paramétrer, tu peux avoir la main sur tes EQ, activer, désactiver certaines bandes, en rajouter. Et ça te permet d'avoir du coup un monitoring qui s'adapte à la pièce. En sachant que la particularité, il faut que tes enceintes soient le plus près possible du mur, entre 10 et 50 cm. Donc ça, c'est un énorme avantage. Tu gagnes de la place et t'évites le phénomène d'onde arrière, quoi. Alors, en général, quand tu as une enceinte qui est, disons, à 1 mètre du mur, t'as le son qui va taper dans le mur et qui revient en oppo de phase. Et du coup, t'as un peu un truc flou dans le bas qui est un peu épargné avec cette technologie. Donc avant, t'avais les SM25, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, avant, là, le studio est tourné dans ce sens-là, il était tourné dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on était comme ça. Ouais. Et là, les ATC fonctionnaient très bien. C'était vraiment génial. Et le jour où j'ai changé le sens de la régie, les ATC marchaient plus.
Donc Ok. ça c'est un truc, c'est important aussi comme information, c'est-à-dire que tes enceintes, en fonction de comment tu les places, bah, ça peut être vraiment le jour et la nuit. Donc devant ce constat désobligeant d'enceintes qui ne sonnaient plus dans la pièce, j'ai essayé des Dutch Dutch et clairement j'ai récupéré un bas beaucoup plus stable et limite une octave en dessous par rapport aux ATC. Je dis pas que les ATC descendent pas assez bas, c'est juste que dans ma config, les ATC ne descendaient pas assez bas et les Dutch avaient ce bas vraiment une octave en dessous beaucoup plus précis. Et du coup, on a les PMC à côté. Alors oui, les PMC qui sont plus pour une écoute client, dans le sens où elles sont très larges, je peux pas les avoir dans mon champ de mix. Et je l'utilise donc soit quand tu es sur le canapé tranquillement pour checker tes mix, ou alors pour une phase d'enregistrement. C'est-à-dire qu'ici, je peux mettre un clavier ou un bassiste ou quoi, et t'es vraiment dans un halo de musique, t'es bien quoi. Quand tu joues, t'as un feeling assez agréable. Donc c'est clairement du luxe en l'état. Elles sont pas forcément rentabilisées, mais c'est du super monitoring. Ok. Et après, j'ai les classiques, NS10, Horatone. Là, ça a un peu mis... tout le bureau est un peu en phase de réflexion. C'est pas du tout... Alors parle-nous du optimum. bureau, parce que c'est la grande question en ce moment pour toi. Alors en gros, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir un bureau acoustiquement invisible. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment une surface qui tremble, qui crée un filtre acoustique. Donc j'aimerais ne plus avoir les racks, la Trident, on verra, et avoir le bureau le plus petit possible avec mon clavier, mes souris, mon Stream Deck, meilleur investissement, on en parlera après si vous voulez, Ah, incroyable. mais parle-nous du Stream Deck. Maintenant là, en pleine coupure là. Vas-y. Alors voilà, je fais des macros par exemple. Là, j'ai un truc hyper simple qui me permet de passer une piste stéréo en piste mono. Et ça, dans Pro Tools, c'est une tannée. Je clique là, stéréo track to mono track. Et là, regardez bien ce qui se passe à l'écran. Eh ben, Bluffant. Ça te prend au bas mot une minute et demie à faire. et tu mets au chômage les assistants et les stagiaires là. Je leur donne un outil pour être plus efficace. Après, j'ai des boutons pour mes routings par exemple. Toutes mes pistes de drum, je les sélectionne, je clique là, hop, et ça me l'envoie dans mon bus batterie. Je clique là, ça m'envoie dans mon bus basse. Tous les trucs que tu fais toute la journée qui te prennent du temps. Ok. Un truc pour ouvrir tous les dossiers, les fermer tous. Voilà, plein de petits boutons, plein de petits trucs. Tous les trucs que tu fais toute la journée. Genre, tu veux baisser un clip gain de 6 dB, je me suis fait un bouton 6 dB. Tu veux cacher ou activer le clip gain, activer Melodyne, enfin voilà. Ça te fait gagner un temps de fou. Tout ce que tu fais 15 fois dans la journée, tu le fais là. Et ça change vraiment la vie, quoi. Est-ce que on reprend du coup sur la question épineuse du bureau, parce Ah que oui. tu étais entre deux. Voilà. Donc tu m'as raconté tout à l'heure que tu hésitais en fait entre deux routes, deux directions différentes. Alors oui, à l'origine, cet été, j'ai failli acheter une SSL. Donc l'idée, c'était de tout enlever, d'avoir une belle SSL, comme un moteur basse. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de mixer la musique comme les mecs la mixent dans les disques que j'aime bien de l'époque, quoi. Après, ça implique certaines contraintes, c'est-à-dire que tu n'as pas de recall facile. Tu commences un morceau, faut le finir, il faut qu'il soit validé avant de passer à autre chose. C'est quand même assez contraignant. Le mec s'est rétracté, donc j'ai pas acheté la SSL. Et du coup, je pars complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un setup le plus flexible, hybride possible. Donc déjà, d'un point de vue bureau, tu penses à un tout petit bureau. Parce qu'une console, acoustiquement, c'est un bordel. Enfin, il faut penser ton monitoring avec un espèce de cheval devant toi, quoi. Donc là, l'idée, c'est d'avoir le bureau le plus transparent possible. Là, par exemple, sur celui-ci, je me suis fait une espèce de surface molletonnée pour éviter la première réflexion comme ça. C'est du bricolage, mais ça fonctionne pas mal. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un bureau qui fasse la taille de ma surface de contrôle, de mon Stream Deck, de ma souris, et voilà. Ok. Et puis sur le côté, tes petits racks. Alors, dans l'idée, ensuite, là, j'ai mon rack actuel dont on a fait le tour tout à l'heure. C'est un peu contraignant d'aller parfois te mettre ici pour régler un truc un peu subtil, parce que tu es hors du champ de tes enceintes. Donc là, l'idée, c'est de me retrouver à ma position de mix, ici, et d'avoir, de ce côté-là ou de ce côté-là, je ne sais pas encore, des racks inclinés au ras du sol, c'est-à-dire comme ça. Donc là, je suis en mix et un peu position mastering, j'ai accès à mes réglages. Qu'est-ce que tu feras de la Trident?
J'ai pas encore trouvé c'est encore en réflexion. En fait, la Trident, je l'utilisais toujours pour mixer les batteries avant. À la base, je les enregistre là-dedans, EQ un peu type Nive. Et je mixais là-dedans avec un routing très complexe. 8 aux, 8 groupes, tu peux vraiment avoir 8 reverbs, enfin 8 effets ou des compressions en parallèle. Enfin, c'est vraiment très complexe. Et tu peux faire des batteries qui sonnent très très bien, très très vite. Le problème, c'est qu'en termes de recall, niet. Tu peux faire les photos que tu veux, ça ne fonctionne pas. Donc mon parti pris aujourd'hui, c'est de pouvoir passer en 5 minutes d'un mix à un autre pour rester créatif et rester frais. Si ça fait 1 heure que tu tournes sur un mix, c'est pas l'heure d'après que tu vas trouver une solution. Donc tu changes, tu fermes ta session, tu passes à autre chose. Tu as 2-3 trucs à récoller évidemment parce que tu peux pas avoir le même setup pour tout. Mais j'essaie d'avoir que des machines crantées ou des choses comme ça qui me permettent d'avoir des notations et des réglages faciles. J'ai envie d'avoir l'écran qui vienne directement du mur, accroché au mur, et comme ça, je pourrais avoir mes NS10 en dessous de l'écran, mes Dutch qui sont un peu obligés d'être collés au mur de par leur fonctionnement, une Auratone sous l'écran et une autre Auratone ailleurs, par exemple pour avoir un point d'écoute ailleurs. Voilà, et d'avoir un truc plus aéré autour de moi. Voilà, après j'ai un autre projet, mais ça c'est encore plus théorique. J'aimerais peut-être retravailler un peu l'acoustique autour du point d'écoute. Donc avoir le plafond qui descend un peu plus bas et un peu plus traité, pour réduire un peu ici l'espace pour avoir un truc un peu plus précis acoustiquement. Ça, c'est encore un autre projet. Je vais déjà réduire les meubles et tout, et une fois que j'y verrai un peu plus clair, peut-être travailler l'acoustique autour de mon point d'écoute. Parce que c'est un peu l'inconvénient d'avoir une grande pièce, c'est que du coup, tu perds un peu le son, quoi. T'as moins de problèmes dans le bas, par exemple, que dans une petite pièce, mais t'as d'autres problèmes. Ok. On passe à la cabine de prise ? Avec plaisir. Suivez le guide. Donc on est à peu près sur la même taille. C'est la taille de la régie plus l'entrée. Donc tu gagnes quand même quelques mètres carrés. Là, on doit être à 80 mètres carrés, sous 4 mètres de hauteur sous plafond. Ça commence à être agréable pour faire des enregistrements en live. Donc là, on a la partie plutôt répète. En fait, la cabine est louée le soir pour des groupes qui répètent. Et ce côté-là, c'est plutôt la partie enregistrement. Donc avec le backline qu'on utilise en studio, une vieille Ludwig 67, je crois, que j'utilise sur quasiment tous les disques que je fais depuis 10 ans. C'est ça ton son de batterie alors ? C'est les batteurs et la batterie, quoi. Et j'essaie de choisir en fonction des groupes, des batteurs qui correspondent aussi. Parce que parfois, tous les groupes n'ont pas leur batteur, tu vois. T'apportes un peu... c'est cool d'avoir un panel de musiciens à proposer aussi quand tu fais de la réal, en fonction de la musique que tu veux faire. Un vieux piano à queue Yamaha, hyper chouette. Pas du tout jazz ou classique, mais plutôt pop. Quelques amplis, une cabine Leslie et un espèce d'ovni. On appelle ça un cristal bâché ou un orgue de verre. Alors c'est un peu curieux comme instrument. Le principe, tu as des lames en métal qui vont rentrer en résonance de par la vibration du cristal. Donc tu mets de l'eau sur tes doigts. Et c'est le principe du verre. Et tu fais rentrer en résonance l'instrument. Du coup, tu as 2 haut-parleurs mécaniques que j'utilise aussi à la prise. Quand je fais une batterie ou un groupe live dans la pièce, c'est le principe de la plate. La plaque en métal rentre en vibration. J'ai un micro piezo qui capte la vibration, donc qui capte pas le son direct. Là, c'est scotché un peu dégueu, mais voilà, l'idée est là. Et ça me permet d'avoir une plate. C'est vraiment le son d'une plate, alors un peu différent d'une 140 forcément, mais du coup, de par la forme un peu technique du résonateur, il y a un truc très intéressant. Et si tu mets 2 piezo, tu crées une stéréo qui n'est pas une stéréo d'image classique, mais tu as quand même une stéréo hyper intéressante. Donc ça, très chouette. Trop bien. Voilà. Et du coup, ouais, donc tu as ce rôle de réal souvent. On vient quand même pour ça ici. C'est
un rôle que j'ai pas assumé tout de suite, parce que quand tu fais de l'enregistrement, tu fais de la réal par définition, c'est-à-dire que tu vas choisir les micros, tu vas valider ou pas des prises de batterie ou autre, tu vas faire des choix d'accordage de batterie, tu vas mettre ton nez un peu dans les pédalboards des guitaristes ou des bassistes. Donc à partir de ce moment-là, je pense que tu peux dire que tu fais de la réal. Maintenant, c'est un truc que je verbalise un peu plus, donc oui, je fais de la réal, mais ça fait pas longtemps que je le crédite, quoi. Ok. Mais je pense qu'il faut reconnaître ce qu'on fait et pas forcément se dire ok, j'ai pas le niveau d'être réal ou quoi que ce soit. C'est en fait à partir du moment où on fait des choix qui sont bons, bah, c'est qu'on fait de la réal, quoi. T'as bossé pour qui là récemment? J'ai eu un début d'année assez chargé, qui était chouette. On a fini un album avec Isaac Delusion, qui est donc leur 4e album, qui va sortir à l'automne normalement. Je viens de finir un album live avec Parcells, qui est le Live Volume 2. J'avais fait le Live Volume 1 avec eux il y a quelques années pendant le confinement. Voilà. Et t'as aussi un petit rôle d'ingé live. Voilà. Depuis 10 ans, je fais de la tournée aussi. Mais c'est un truc que je tente à freiner un peu, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment me concentrer plus sur faire des disques. J'ai envie de... Enfin, pour moi, le défi est plus grand de faire des disques que de faire du live. Bon, c'est personnel, hein, comme point de vue. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me mettre plus le défi de faire des disques pendant quelques années. Peut-être je referai du live plus tard, mais pour l'instant, c'est rec, réal et mix, quoi. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Rien de spécial. Je crois que je vais pouvoir commencer ma journée de mix maintenant. Super. Bah, je te laisse alors. T'es bien occupé. Merci. À la à prochaine, bientôt. Marcel. Salut.